commencer, revenons sur cette découverte faite en 1991 dans les Alpes autrichiennes, le corps d'un homme plongé dans les glaces depuis au moins 5 ans. Sa Pisoti, cet homme sapiens, nous a fait sur nos lointains horizons. Alors depuis qu'Audi a été exilé, 8 des personnes qui ont approché d'organismes scientifiques n'ont pas survécu, une série de disparitions pour le tout blanc enquête sur le mystère soi-disant. Les Alpes, des sommets qui dépassent les 3000 mètres d'altitude. C'est dans les montagnes de l'Haute-Sahara que cette histoire commence il y a 15 ans. Le 19 septembre 1991, le monde de Rémi Simon et Surf America font la découverte d'un homme enseveli. Ozzy, simple guerrier de l'âge de bronze, serait mort il y a 5300 ans, atteint mortellement par une flèche lors d'un combat. Et l'histoire pourrait s'arrêter là. Seulement voilà, tous les hommes qui ont sorti Ozzy de son sommet de glace périssent les uns après les autres. Helmut Simon, l'homme par qui tout est arrivé. À 67 ans, Helmut Simon est décédé il y a un peu plus d'un an, emporté par les glaces lors du rendez des Paris. Konrad Himmler, le premier scientifique à avoir examiné la mort, à seulement 55 ans, l'archéologue meurt l'année dernière d'une sclérose en plaques, détectée tardivement et considérée comme fréquente. Pour les scientifiques, ces faits ne sont pas attachés aux maladies. Lors de la mort de notre confrère Konrad Himmler, on a été surpris d'apprendre qu'il était malade, mais le diagnostic de la maladie digestive prononcé par le médecin nous a dit détourné toute avis. Et pourtant, la liste de morts famille, Rainer L, premier médecin légiste à avoir examiné Ozzy, il est mort à 64 ans dans un accident de voiture, alors qu'il avait donné une conférence sur la momie et révélé ses dernières découvertes. Et l'hécatombe continue. Gros Fritz, le geek qui les annonce aussi, faisait également partie de Félix. Il est mort dans une avalanche à l'âge de 52 ans. Rainer Hudson, le journaliste qui a filmé le trail aussi, sa danse de glace. Il est mort d'une tumeur au cerveau à seulement 47 ans. Tom Laurie, l'archéologue n'aura pas eu le temps d'achever ses travaux sur Ozzy. Il est mort à 63 ans d'une infection du sang, diagnostiquée peu de temps après sa première rencontre avec Ozzy. Le professeur Guy Brunner, qui a été en 2005 des d'une opération à Cornwall. Enfin, Dieter Warnecke, une haute montagne, se remportait par une crise cardiaque à l'âge de 45 ans. Aujourd'hui, la momie de 53 siècles repose dans un musée du Nord d'Italie qui accueille plus de 250 000 visiteurs par an. Des visiteurs qui peuvent apercevoir aussi la très longue vitre hautement sécurisée. Le personnel du musée théorise sur la malédiction qui touche ceux qui ont approché d'un plus profane. Vous remarquerez que seuls les Allemands et les Autrichiens sont touchés par la dite malédiction. Il n'y a pas d'Italiens. Ici, au musée, on fait particulièrement attention à lui. Je prends soin de lui. Il n'y a pas de manipulation médicale. En un mot, on le respecte. Le respect. Maître mot de Anton Keller. Anton Keller était gendarme de haute montagne à l'époque de Ozzy. Pendant plus d'une heure, il est resté seul avec l'homme de glace. Et pendant toute cette heure, il s'est adressé à lui comme un vivant. Je me suis retrouvé seul avec lui car j'étais chargé de sa surveillance en attendant que l'hélicoptère revienne. Alors je lui ai parlé pendant une heure. J'ai eu un bon contact avec lui. J'ai dit que c'était sûrement un peu. Ozzy a bouleversé ma vie. Je vis avec lui depuis 15 ans. Il a sa photo trône dans mon salon. Il est toujours avec moi. Impossible de rester indifférent au passage d'Ozzy dans sa vie. Certains se croyaient portateurs. Aujourd'hui, le mystère nous avance. En un peu plus de 10 ans, 8 personnes sont décédées. Avaient approché là. Je suis pas sûre d'ailleurs, excusez-moi. Je sais pas si c'est une histoire de fantôme et de monstres. Il m'est arrivé, devant mon époque, je savais sur les cultures aussi, je crois, j'étais quand même intrigué par la légende, mais je n'ai jamais vu sortir le qualifiant serpent du profondeur. Ça dit, est-ce que tu as une explication à cette légende, vous allez voir. Mais d'abord, nous allons à Londres, je sais que vous ne croyez pas aux fantômes, voici pourtant le seul document qui peut-être vous faire changer d'avis. Le 21 décembre 2003, une image bien mystérieuse fait le tour du monde des journaux télévisés. En Angleterre, c'est une histoire de fantôme qui arrive le pays depuis hier. La photo du fantôme du roi Henri a été publiée dans tous les journaux, un cliché plutôt flou qui montre une silhouette revêtue d'un loup marteau se promenant dans les allées du palais de Hampton. Depuis 500 ans, le château d'Hampton Court en Angleterre est le théâtre d'événements dramatiques. On y fait entre autres la découverte macabre de deux des six femmes morbidis, connues pour ses innombrables crimes. Au cours des siècles, ce château désespérément hanté a vu ses habitants, son personnel et ses nombreux visiteurs être les témoins des phénomènes plus étranges. On entendait rien les personnes. Par exemple, les portes téléphoniques claquent tout seuls. Le téléphone étrange chez l'étage. Mais le plus étrange reste cette image que les gardiens ont découverte sur leur caméra de surveillance. Ce qui est bizarre, c'est que les portes s'ouvrent toutes seules. Le fantôme, lui, l'apparaît après pour les refermer. C'est la première fois que la présence d'un fantôme aurait été filmée. Alors, présence fantomatique ou simple caméra, le château d'Hampton Court ne semble pas encore visité à l'ombre des secrets de cellules. Depuis près d'un siècle, cette immense lac écossais qui atteint parfois plus de 300 mètres de profondeur abriterait une créature terrifiante baptisée Nessie. Depuis des décennies, elle reste insaisissable. C'était là, juste à ce moment. Il y avait 3 bosses noires qui brillaient. Elle plongeait vers la surface. Une première solution à la présence d'un monstre aquatique dans le lac. Remonte au 19e siècle, c'était en 1933 qu'apparaît le premier cliché de monstre et qu'on allait chanter. Les aubergistes, qu'est-ce que j'ai marqué qui, en passant autour de côté de classe, quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire, avec au milieu, avec une sorte de bosse, de quelque chose qui faisait penser à un autre baleine. Les gens disaient qu'il y avait un monstre dans les ordres, regardez, voilà la preuve, enfin le monstre vient faire surface. Puis de nombreuses photos et des films amateurs sont réalisés, dont certains sont déclarés authentiques. Le film de Tim Lindsay a été examiné par des spécialistes de photographie du film, et effectivement, il n'avait jamais été montré cette info, moi je l'ai pensé, cette info prend plutôt des questions et se demander qu'est-ce qu'ils avaient. À partir de là, les scientifiques décident de se pencher très sérieusement sur le phénomène. Malgré des milliers de témoignages, toutes les hypothèses sont encore envisagées. Un monstre, des émissions gazeuses, un poisson géant. Il est vrai aujourd'hui que le nombre des observations est considérable. À la fin des années 70, on pouvait dire qu'il y avait déjà 10 000 observations recensées. Imaginez aujourd'hui, vous en avez encore quelques milliers. On n'arrive pas finalement après plus de 60 ans à une solution de ce mystère. Le mystère du Loch Ness fait désormais partie de notre patrimoine. Voici maintenant une enquête un peu plus délicate parce qu'elle concerne les accidents de la circulation. Alors on le sait, une route à devoir équilibre bordée d'arbres trop souvent. Le théâtre d'accident grave, toutefois, c'est pris dans le vent. Les conducteurs se libèrent en fait sur les sécurants de dérapage du point d'accident. Et bien les arbres sont des obstacles retard. Alors ensuite, il existe des départements de ce type particulièrement joints et des paradis qui produisent régulièrement les journaux. Mais ce qui préoccupe les responsables de sécurité, c'est que ces incidents arrivent presque toujours sans raison particulière, sans ni l'alcool ni la vitesse excessive, comme si les conducteurs étaient sourds ou victimes d'un étrange état. Alsace, au sud de Mulhouse, une route charmante, bien droite, des plus ordinaires, a priori tout l'hiver équivalent.
Et pourtant, ouvrez bien les yeux, ce petit tronçon d'1 kilomètre à peine, est le siège terrible du plus grand accident de la région. En 4 ans, 124, très exactement, et ça continue. Les accidents en cascade, les vols carines pulquées, cette route serait-elle mobile? Entre le territoire de Belfort et la Suisse, le Tsungo est une vieille contrée alsacienne tranquille et préservée. Mais un phénomène étrange qui aide ses habitants depuis de nombreuses années. Une route, la départementale 49, est le théâtre angoissant d'innombrables accidents. Plus troublant encore, ces accidents ont toujours lieu au même endroit, non loin de cette mer. Moi-même, lorsque je prends ma voiture, je roule doucement et je fais très attention parce que il y a une certaine crainte qui est là quand même. On ne peut pas occulter tous les accidents, tous les jours en disant moi je suis au-dessus de ça et ça n'arrivera pas. La T419 fait régulièrement la lutte des journaux régionaux. Une pierre redoutable et sécurité. C'est connu, c'est connu. Cette route-là, il n'y a même pas de c'est une ligne droite de 1 km, c'est une portion de ligne droite qui a un mystère. Et c'est justement, on continue à se poser des questions. Il y a eu tellement d'accidents, des fois inexpliqués, une longue ligne droite où normalement on devrait filer droit, où les gens entendent des fois prendre un arbre à côté de la route sans savoir pourquoi. En effet, comment ne pas s'interroger devant ces chiffres angoissants? Entre 1994 et 1998, 124 accidents ont eu lieu sur ces portions de route. Des accidents légaux, presque pour la plupart inexpliqués. On a amélioré la sécurité, on a tout fait, vu les accidents qu'il y a eu, mais est-ce que aujourd'hui ça va mieux? Je ne pense pas. Autant de drames au même endroit, y aurait-il une explication rationnelle? C'est difficile à expliquer, à mon avis. Je me rappelle un jeune homme, le soir de Noël, il rentrait de chez ses parents pour faire les fêtes de Noël, n'a pas vu. Il est resté sur la route, pas d'alcool, rien, c'est pas grave. Non. Mystère. Des témoins qui ne peuvent tout constater, des victimes qui ne souhaitent pas en parler, et cette route conserve aussi l'immense terrible secret. Mais la réponse se trouve peut-être dans le sous-sol. Ce spécialiste en géologie a constaté de curieuses perturbations du champ magnétique qui pourraient agir sur les hydromètres. Nous sommes très dépendants du champ magnétique terrestre dans lequel nous évoluons. Et à ces endroits, très fréquemment, nous trouvons des anomalies du champ magnétique terrestre. Ces anomalies peuvent engendrer chez les conducteurs asthmatiques une perte de conscience, parfois même de connaissance, qui font qu'ils perdent le contrôle de ces véhicules. Ces accidents auraient-ils une cause souterraine? Pourquoi ici et pas ailleurs? Y aurait-il autre chose à découvrir dans le sous-sol de ces routes? Après la guerre du fin du XVIe siècle, il y avait un village, comme grâce à un village de catastrophe, toutes ces gens sont morts dramatiquement. Et il y avait un cimetière de ce village. D'ailleurs, il y a encore un calvaire existant actuellement. Elle ne ramène pas de bruit. On sait qu'une âme qui n'est pas en repos, elle erre, elle essaie de s'accrocher à quelqu'un, à quelque chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un cimetière à cet endroit. Un ancien cimetière, des âmes errantes, et si la route était modifiée. Il est permis d'assister directement à l'accident. Je me rappelle, lorsque les gendarmes, les pompiers, le maire du village sont arrivés, il y a eu une discussion. Alors, finalement, on évoquait ce cimetière. Il y a des choses qui ont été évoquées concernant des effets un peu surnaturels. Il y a des choses qui se passent, mais de là à dire que c'est nous dites, personnellement, je ne vais pas me dire ça en tant que maire de la commune. Et pourtant, cette maudite route n'a pas fini de faire parler d'elle. Est-ce qu'un jour, on saura la vérité ou le mystère? Je ne sais pas aujourd'hui, je ne sais pas où on dit cela. Certaines personnes se découvrent récemment en commun. Elles ne soupçonnaient même pas depuis l'âge de 13 ans. Luis Antonio Gasparetto est régulièrement habité par des esprits et une cinquantaine de princes célèbres Van Gogh, Picasso, Manet, Delacroix n'ont aucun secret pour lui. Sans sapin, parce que de ses papins, il est capable de retrouver un style des artistes avec une précision et un génie diabolique. Toulouse-Lautrec, Picasso, Modigliani, les plus grands génies de la peinture ont produit des chefs-d'œuvre exceptionnels. Le film talent n'a jamais été égalé, sauf peut-être par cet homme. Luis Antonio Gasparetto n'est pas un surdoué. Il n'a jamais pris un second état. Ces tableaux ne sont pas des reproductions, mais ils ressemblent très près à ceux des grands maîtres. Et si cet homme était en contact avec ces artistes disparus, hypothèse insensée, mais à ce jour, il n'y a pas d'autre explication. L'incroyable talent de Gasparetto apparaît en 1971. À tout juste 13 ans, il n'a jamais peint de sa vie, et pourtant il exécute à la perfection un sublime tablomètre en 3 minutes. En état de transe, il serait entré en communication avec l'artiste, mort depuis plus d'un siècle. À partir de ce jour, les plus grands peintres du monde n'auront plus de secret pour le jeune Ce n'est pas facile à expliquer. Je peux les entendre et ils viennent me parler. Je les entends même mieux que je pourrais les voir, je pense. Leur voix entre dans mes pensées d'une manière très nette. Il est incorporé par des sociétés de peintres connus. Et à travers son corps, c'est un censé exprimer. Lui, c'est un sculpteur, il pratique son corps pour que le peintre puisse s'exprimer à travers lui. En temps normal, Gasparetto sait pas peine tenir un pinceau. Le génie ne se révèle à que lorsqu'il entre en contact avec ses peintres. Et alors en transe, l'un n'est pas hors du commun. Ça permet sérieux en fait pour les personnes qui sont pour l'humain qui ne comprend pas ce qui se passe. En fait. Là, en fait, il y a un mystère de voir un être, je ne sais plus, je vais de transe, de tunnel de ce corps. Il faut se dans cet état de transe pour que les consciences supérieures puissent rentrer en corps. Devant un tel phénomène, les experts restent sans voix, parfois incapables de distinguer les signatures originales de celles de Gasparetto. Mais le plus ahurissant, c'est qu'au fil des années, Gasparetto a réussi à peindre plusieurs toiles en même temps, à l'envers, main gauche, main droite, parfois les deux mains, les yeux fermés, son pouvoir est sans limite. On peut rien empêcher. Après, lui qui l'habite peut utiliser une main, peut utiliser un pied, peut utiliser ce qu'il veut en fait. Le corps de Luis Antonio serait donc un simple instrument. Mais alors pourquoi une telle utilisation? Serait-il la réincarnation de tous ces peintres disparus? Il se sert de lui pour pouvoir exprimer, continuer une œuvre et peut-être à travers cela montrer qu'il existe une autre réalité, une autre vérité. Ce qu'ils veulent, c'est nous dire qu'ils sont toujours vivants. Gasparetto a aujourd'hui préféré consacrer ses dons à la psychologie. Il exerce Paris. Il n'a jamais gagné d'argent en vendant ses toiles. Il n'a jamais voulu devenir peintre professionnel. Avant ses peintures, on suppose que c'est trop pour être vrai. Mais les faits sont là. Il est probable que les esprits diaboliques et les cimetières hantés vous laissent de magnifiques paroles. Pourtant, comme nous, vous resterez perplexes devant l'histoire de cette pauvre famille de chaises sur l'île de la Tarte de Jamaïque. Et puis toujours dans les Caraïbes, vous allez voir comment les habitants de Porto Rico sont terrifiés depuis plus de 30 ans. Souvent, on attaque les chèvres, on attaque les chevaux, baptisés Chupacabra, la bite sauvage enflamme les imaginations, créatures extraterrestres nommées de manipulation génétique, espèces inconnues, niveaux des vampires, à vous de choisir.
Puerto Rico, en Amérique du Sud, 4 millions d'habitants, une île paradisiaque des Caraïbes. Depuis 1975, à la tombée de la vie, les portoricains seraient terrifiés par une étrange créature qu'on appellerait le chupacabra. Ce monstre s'attaque aux animaux, les tuerait et livrerait leur sang. On a encore retrouvé 19 cadavres d'animaux qui vivent proche de Puerto Rico. Déjà la piste du chupacabra. Devant l'ampleur du phénomène, la police effectue des battues pour localiser le vampire. L'affaire est prise très au sérieux par les autorités. Depuis quelques temps, le monstre s'attaquerait même aux habitants de l'île. Toute victime prise d'une bête de 2 mètres qui ressemblerait à un singe avec des selles, de longs bras, des griffes et des crocs terrifiants. Ses yeux seraient rouges et globés. Au moment de l'attaque, son cri est terrifiant. Depuis quelques années, le chupacabra, suçant de sang, aurait été aperçu au Chili, au Mexique et aux États-Unis. Pour les scientifiques, une chose est sûre, comme l'explique Michel Tranier, le directeur de la zone moléculaire de la France, il existe sur cette planète des espèces encore inconnues. On continue à découvrir des espèces nouvelles, et puis même en fait on en découvre beaucoup. Pour certains, le chupacabra serait le résultat d'expériences génétiques faites par l'homme qui aurait donné naissance à un monstre sanguinaire. Pour d'autres, il s'agit d'une espèce animale encore inconnue. Parfois, oui, bien sûr, on trouve une espèce qui ne ressemble à rien, et là c'est la surprise d'un grand prédateur du style chupacabra. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que la probabilité de l'existence d'une espèce comme ça, bien encore connue, est très faible. Elle est très faible. Il faudra donc attendre la capture du chupacabra pour savoir qui est vraiment ce vampire étendard. La Barbade, une île voisine de la Martinique. C'est dans ce coin de paradis qu'une famille semble avoir vécu l'enfer. Cela fait bientôt 200 ans que le caveau de la famille Chase est vide, car le phénomène macabre d'une incroyable violence s'y sont produits sans aucune explication. Mais que s'est-il passé dans ce mystérieux caveau pour qu'on n'ose plus jamais verter personne? Cimetière de Christchurch, au sud de la Barbade. En 1808, les époux Chase prennent possession d'un caveau à l'occasion d'un bien triste événement, le décès d'une de leurs filles, Marianne, âgée de 2 ans. 4 ans plus tard, le caveau de Marianne, le père des Chase viennent de perdre leur seconde fille. Un mois plus tard, c'est au tour du père, Thomas Chase, de rejoindre ses enfants dans la tombe. Un destin funèbre s'acharne sur la famille Chase, et pourtant, le cauchemar n'était que commencé. Lorsqu'on a ouvert le caveau pour y installer le cercueil du père, les gens étaient stupéfaits, pétrifiés devant le cercueil des 2 petites filles fondamentalement renversées, retournées, comme si on les avait projetées contre les murs. Un descendre prégnant les occasions de défraction. La seule ligne d'entrée est bloquée par une énorme pierre de 500 pieds. Après l'enterrement de Thomas Chase, le tombeau est scellé, impénétrable. Et pourtant, dans les années qui suivent, à chaque enterrement, c'est toujours le même spectacle effroyable. Le caveau de Chase serait-il hanté? Peut-être que l'une des membres de la famille Chase était si diabolique, car on a l'impression que les esprits des se s'expriment dans ce caveau. C'est une explication très étrange les unes après l'autre, alors c'est à vous juger. En 1819, un nouveau décès dans la famille. Le phénomène prend une telle ampleur que le gouvernement de l'île, Lord Gouverneur, se déplace en personne pour tenter de trouver une solution. Lord Gouverneur ordonna qu'on recouvre complètement le sol avec du sable fin pour tenir les empreintes, puis la porte du caveau fut scellée. L'année suivante, il est revenu avec des gardes, des soldats et au moins la moitié des habitants de l'île. Les ennuis du caveau, c'est des tonteurs en agitation. Le cercueil en désordre total et sur le sable, aucune trace. Devant une telle énigme, des témoins terrorisés n'ont pu que reproduire la scène sans jamais pouvoir expliquer. Ces dessins sont des pièces d'animation historique qui témoignent de mystère de ce caveau. Un mystère qui aujourd'hui encore n'a trouvé aucune explication rationnelle. En 1820, pour venir à bout de ce mystère, le gouverneur de la Barbade exigea qu'on retire les cercueils. Depuis ce jour, le nom du caveau de Chase est laissé à l'abandon, sans jamais savoir que les lettres sont bouleversantes. C'est quand même assez troublant. Dans ses mémoires du breton, Chateaubriand s'est inspiré de ce qu'il avait lui-même vécu dans son enfance au château de Combeau, où ses rencontres avec des fantômes. Le génie raconte qu'il tremblait en dans sa chambre un jour à la main. Aujourd'hui encore, ce château regorge de légendes à faire frémir et attire les spécialistes du paranormal et de l'hypnotisme. Mais avant de partir en île millénaire rencontre Chateaubriand, je vous propose Jean de rêver un des termes les plus gros du monde, c'est le célèbre Koh-i-Noor, cela dit rêver mais pas toucher, parce que le Koh-i-Noor porte malheur, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne vais pas vous le faire. Le diamant, un bijou fascinant par la magie de son éclat. C'est la pierre précieuse de la vie pure au monde. Toutes les femmes en rêvent, car il est le symbole de l'amour et de l'éternité. D'abord réservé aux dieux et aux rois, le diamant sera surnommé par les femmes que je porte. Tous les diamants ont une histoire et certains sont gravés par des grands malédictions. Les diamants, les plupart du temps, les grosses pierres sont toujours une légende maudite qui les poursuit. Le 2 juin 1953 est célébré à Londres le sacre de la reine Elisabeth II. La somptueuse cérémonie est retransmise dans le monde entier. Mais qui aurait pu croire qu'à ce moment-là, sur la couronne de la jeune mère, se trouve un diamant maudit, un diamant de 100 carats, nommé le Koh-i-Noor. L'histoire de ce fabuleux diamant commence en Inde au 12e siècle. Un jour, un homme tente de voler dans un temple bouddhiste le diamant qui orne le troisième œil de Shiva, une divinité. Pour le retour à foudroyé qui lutte. Selon la légende et pour se venger, Shiva lance la rune magique sur un homme qui tentera de posséder cette pierre si précieuse. Seules les femmes et les deux seront épargnées. C'est le début d'une hécatombe. Tous les hommes qui portent ce diamant disparaissent tragiquement. Tout d'abord, le chat de Perse, assassiné sauvagement par ses capitaines. Puis la malédiction frappe à nouveau. 10 jours à Péris, les uns après les autres, dans des conditions abominables. En 1849, la compagnie des Indes récupère le diamant pour le cueillir à la reine Victoria. On pense alors que la malédiction va s'abattre sur la couronne d'Angleterre. Et pourtant, croyait dans les légendes, car elle dit dans son testament, que ce diamant ne serait jamais porté par les hommes et qui resterait toujours dans les combles. Cette mise en garde de la reine Victoria fut suivie à la lettre par les 4 rois qui lui succédaient. Édouard VII, Georges V, Édouard VIII et Georges VI. Ils ne porteront jamais le Koh-i-Noor sur les couronnes. Il réapparaît en 1953 lors du sacre d'Élisabeth II sur la couronne de la reine mère. Après le règne d'Élisabeth II, un homme a monté sur le trône d'Angleterre. Pourra-t-il alors défier la malédiction du diamant? Voici l'histoire du château de Combeau, situé aux portes du Mont-Saint-Michel. Cette espèce forteresse abriterait depuis plusieurs siècles de bien étranges visiteurs. Dans Combeau, ils sont tous animés par une peur. Depuis le XVIIIe siècle, des démons parlent des apparitions. Le grand écrivain Chateaubriand passe son enfance dans ce château et raconte son face-à-face avec les fantômes dans son célèbre ouvrage, Mémoires du Breton. Chateaubriand raconte que certains contes de Combeau en de bois se baladaient parfois seuls à la charge. Ils étaient vraiment tellement terrifiés par cette histoire qu'avant d'aller se coucher, la mère et les sœurs regardaient sous les lits derrière les fenêtres pour voir s'ils n'avaient pas revenant au petit Chateaubriand de 9-15 ans. Alors cauchemar ou réalité, au 19e siècle, lors de la restauration du château, les ouvriers font en tout cas une découverte terrifiante, emmurée dans une tour, une momie de chat. Le chat, pendant les références, assure la magie pour conjurer pour ça. Depuis, le chat entrerait les escaliers de cette ville. C'est pour cette raison qu'il porte son nom. Mais le fantôme du chat n'est pas seul. À son bourg, on raconte également le spectre d'une jeune femme qui aurait vécu au château sous la Révolution française.
Elle se manifeste de la nuit dans la chambre rouge, dans la cour du chat. Il y a des années qui sont bien concours, qu'on a fait coucher dans la chambre rouge, qui est une chambre justement qui se trouve dans l'escalier de la tourelle, la chambre de voix se fait entendre, et qui ont entendu le bruit, et qui ont vu même qu'il y a pied du lit. Ceux qui ont entendu le bruit dans la chambre, quand on a fait au petit déjeuner, en disant qu'ils étaient terrifiés, qu'ils ont fermé les portes. Pour comprendre ces phénomènes étranges, des gens viennent du monde entier, comme ce spécialiste paranormal qui vivra après son séjour au château, qui a ressenti une très étrange présence féminine qui errait dans la chambre rouge. On ressent aussi une telle présence de l'invisible, de l'occulte, ce qui est évident, c'est aussi Fantômes de chats, bruit de jambes de bois, apparition des phénomènes étranges, tels sont les secrets que garde précieusement le château des Tambours, qui n'en finit pas d'un cri. Il est vrai qu'on sent une présence. Et mon fils, quand il va à la maison, il dit toujours bonjour, parce qu'il les sent. Et moi, je le sens aussi. Imaginez un instant deux frères jumeaux, monozygotes pour employer le terme scientifique. Leur ressemblance physique est frappante, ils ont généralement le même caractère, ils restent proches l'un de l'autre toute leur vie. Mais imaginez maintenant qu'à la naissance, ces deux vrais jumeaux soient séparés, placés chacun dans une famille d'accueil différente. Imaginez que 40 ans plus tard, ils se retrouvent, que reste-t-il de leur générosité, ils allaient voir stupéfiants. Nous partons aux États-Unis et rencontrons nous passons par le triangle des Bermudes à la recherche de Papa Tango Charlie, et tous les autres amis disparus sans laisser trace dans le mystérieux abysse de la mer Sargasso. Jim et Jim sont frères jumeaux et vivent aux États-Unis. Séparés dès la naissance, ils sont établis au départ de famille qui, sans le savoir, leur ont donné le même prénom, Jim. C'est la première des incroyables similitudes qu'ils ont découvertes lorsqu'ils se sont retrouvés. Ils avaient 40 ans. Le film est de 1939. J'ai un frère jumeau, et 3 semaines après la naissance, mon frère jumeau et moi ont été séparés et placés dans la famille. Après, nous avons été séparés. Les jumeaux Jim, c'est comme cela qu'on les appelle aux États-Unis, ont vécu toute leur enfance sans jamais se rencontrer ni même communiquer. Et pourtant, ils n'étaient qu'à 100 km l'un de l'autre. Malgré cette séparation, de très mystérieux liens les unissaient. Le premier, évidemment, le physique. Les deux profils étaient tellement similaires qu'elles pouvaient totalement nous superposer. J'avais même fait ce test plusieurs fois quand j'étais plus jeune, et ces deux jumeaux se ressemblaient plus que je me ressemblais moi-même à 2 années de talent. J'étais sidéré par leur ressemblance. Les similitudes ne s'arrêtent pas là. Ils ont chacun adopté un chien, petit Toy. Ils ont conduit pour la première fois une voiture de même marque, fumé la même marque de cigarette, et pratiqué le même sport. Une profession, et bien ils ont suivi de policiers. Les similitudes peuvent s'expliquer par les jeunes, certaines restent cependant sans la moindre réponse rationnelle. La première femme de Jim Lewis s'appelle Linda. La première femme de Jim Singer s'appelle Linda. Jim Lewis se remarie avec Essie, avec son frère, avec une autre Betty. Jim a un fils, il l'appelle James Salah. Jim appelle lui aussi son fils James Salah. Des similitudes incroyables et à ce jour inexplicables, malgré les immenses progrès de la science. Et si tout était écrit, On appelle triangle des Bermudes, triangle de la mort. Cette zone maritime de 4 millions de km² est située dans l'océan Atlantique entre la Floride, Puerto Rico et l'archipel des Bermudes. Depuis des siècles, des bateaux, des avions et leurs passagers disparaissent mystérieusement sans laisser de traces. La liste des victimes est impressionnante. De 1945 à 1975, 37 avions, plus de 50 bateaux et même sous-marins atomiques avec son équipage se sont évaporés sans raison apparente et sans qu'aucun corps numérique ne soit jamais retrouvé. Le cas le plus célèbre est sans doute celui de la disparition du vol 19. Le 5 décembre 1945, 5 Europe partent pour une mission de partie. Au bout d'une heure, les avions de cassent de deux. Un hydravion part à leur recherche, puis disparaît lui aussi mystérieusement à seulement 10 km des côtes. Selon le contre-amiral Bellec, une hypothèse probable à cette disparition mystérieuse serait la présence des champs magnétiques très puissants, provoquant de terribles perturbations du bord. Qu'est-ce qui peut permettre d'expliquer des disparitions anormales? D'abord, les éléments magnétiques, à partir du moment où les Allemands pouvaient fausser complètement les champs de combat, ça a expliqué les effets sur qui ont fait faille en raison de cette disparition. Les champs magnétiques ne seraient pas la seule explication. Les intérêts soudains et leur violence vont être aussi la cause de ces disparitions. Ça veut dire des organiques, il faut juste une région extrêmement instable avec des turbulents, avec des ouragans, avec des trombes, parfaitement capables de faire chavirer un grenier et de mettre instantanément dans une position de détresse. Le dernier cas enregistré dans le triangle des Bermudes a été signalé le 15 février 2015. Après vérification, ce jour-là, il a été prouvé que la météo était très bonne. De mort imminente, elles touchent des personnes qui nous préférons et la mort dans un accident ou lors d'opérations chirurgicales. Une fois sorties du coma, ces personnes racontent comment elles se sont quitter leur corps, sortir de leur corps et se sont observées sans omettre le moindre détail. Depuis le Moyen-Âge et tout le Moyen-Âge, des personnes ont frôlé la mort et en sont revenues. Elles décrivent par la suite une expérience particulière qui s'est produite alors qu'elles étaient inconscientes. On appelle cela une expérience de mort imminente. Pour s'y expliquer de l'inconnu, c'est parfois très difficile d'en parler. Néanmoins, les spécialistes ont pu établir certaines caractéristiques. L'expérience de mort imminente, qu'on appelle en anglais NDE, est présente qui arrive à une certaine nombre de personnes qui ont frôlé la mort ou qui croient avoir frôlé. Ce qui veut dire que les déclencheurs peuvent être simplement psychologiques. Philippe Labro est écrivain et journaliste. Il y a un peu plus de 10 ans, il a été victime d'une pneumopathie foudroyante. Nicolas Boulard est photographe. Il a été victime d'un accident de voiture. Leur point commun, ils ont tous les deux vécu cette expérience plus que Alors, de fait, j'ai eu un accident de voiture, parce que maintenant, je tiens un arrêt cardiaque respiratoire. À partir de ce moment-là, j'ai fait un voyage fabuleux. J'ai pas de mots pour l'expliquer, mais je suis sorti de mon corps. Je me suis senti deux moments assez insolites, assez extraordinaires. D'une part, sortir de mon corps. J'avais l'impression et pas le plus corps. Mais je me voyais vide, âme, vide, sec, fermé, du mal à gauche. Personne n'avait été pris quand j'étais pris. Première phase, première étape, si vous voulez, c'est la passion en dehors de son corps, de sortir de son corps et la plupart du temps, se trouve au plafond. Il voit les choses uniquement, une situation haute, c'est-à-dire que se déplacer et d'écrire des choses qui a priori, la possibilité de reconstruire leur corps. J'étais dans mon lit, j'ai commencé à fleurer, j'ai décollé gentiment jusqu'au niveau du plafond. Là, je suis retourné, j'ai fait un avec le personnel de soins qui faisait nécessaire. Puis j'ai retracé le plafond et je me suis retrouvé dehors. Oui, c'est un peu comme une caméra. Une caméra qui fait son avis. C'est l'impression que je rentre. Oui, ce qu'on appelle la phase du tunnel, c'est pas toujours un tunnel. Donc c'est l'espace sombre, l'espace de transition, l'espace sage,
je n'ai pas quelquefois vite, c'est un petit peu désagréable, un petit peu angoissant, mais au bout de ce lumière, il y a une lumière. Et cette lumière est très attirante. Donc, plus la lumière est grande, plus ça rapproche. aveuglante et néanmoins pas de terre. Mais ça a été une bienséance totale. J'ai l'impression d'entrer comme dans un tunnel. Et cette lumière qui s'apaise en plus, puisque mon poids m'englobait complètement. Il peut y avoir aussi des rencontres dans cet espace. Des rencontres autour de types, soit des proches disparus, une tante qui vient leur dire un message ou dire quelque chose, par exemple, je t'ai pas mis, pourquoi tu ne pas. Ou bien des entités qui qualifient spirituelles. Tout le monde peut les deux. Simplement, certains s'en souviennent, certains pas, certains ont vécu, d'autres pas. C'est comme ça que tout le monde a prévenu, mais certaines personnes qui se souviennent, d'autres pas. Rêve, hallucination, expérience paranormale, la science ne peut l'expliquer, mais il y a eu des témoins qui avaient entendu la mort en son revenu bouleversé. Il semble que l'on soit moins préoccupé par les choses, la réussite matérielle, et un peu plus par l'amour, le solidarisme. Moi, Jack. De fantômes, de malédictions, de légendes, d'histoires incroyables et d'énigmes inexpliquées jusqu'à présent, racontées par les témoins eux-mêmes, comme une poltergeist plein au fluide. C'est un phénomène paranormal qui serait la manifestation d'un esprit frappeur. Ces manifestations peuvent être impressionnantes, souvent violentes, mais rarement dangereuses. Le cas du poltergeist Penfield, c'est l'un des plus connus. Et vous découvrirez l'histoire du vaisseau fantôme, le Flame de Chman, alors une très superstitieuse, ça on sait, et parmi les superstitions les plus répandues, il y a celle de la légende du vaisseau fantôme, qui vaut mieux quand on est marin pour ne jamais croiser en mer. Voici quoi. Nous sommes en 1977, à Enfield, dans la banlieue de Londres. C'est ici que s'est déroulé un des cas de poltergeist le plus spectaculaire jamais observé. Pendant 18 mois, des phénomènes inexpliqués terrorisent une famille et son voisinage. C'était comme une force invisible, un esprit qui agissait sur les autres. C'est dans cette petite maison que vit la famille Harper, composée de Debbie et ses 4 enfants. Un jour, sans raison, les meubles se mettent à bouger, des coups violents sont frappés sur les murs et des objets volent à travers les pièces. C'est la stupeur dans le quartier. La presse locale s'empare de l'histoire. Alertée par la famille, la police se rend sur place et constate. Incroyable. En effet, alors que l'agent X interroge les témoins, un fauteuil traverse la pièce. Il était collé du plancher d'environ 1 cm et a glissé par la droite, sur 1 mètre, 1 mètre 20, avant de s'arrêter. J'ai vérifié qu'il avait glissé naturellement. J'ai placé une bille sur le sol pour voir s'il suivait la même direction. Mais c'était pas le cas. J'ai vérifié aussi s'il y avait des fils sous le coussin, mais il n'y avait rien. Les événements s'intensifient. La famille Harper est sous le choc, mais il semble que c'est Jeannette, alors âgée de 9 ans, qui est la cible de cette possession maléfique. 20 ans après les faits, elle nous raconte cette histoire. J'ai senti une force me tirer ou me pousser en l'air. Il y avait un comble à froid en dessous de moi. J'étais consciente, j'avais peur, et je me demandais vraiment ce qui m'arrivait. La mère de Jeannette, terrifiée, prendra ses clichés. Ce n'est incroyable de voir la façon dont elles étaient posées dans l'air, l'une après l'autre, et redéposées sur le sol entre les deux lits. C'est arrivé une grosse fois, et je ne croyais pas voir ça en voie ma vie. Puis c'est au tour de Margaret, la sœur de Jeannette, d'être victime de cet esprit frappeur. Nous avons été plusieurs fois réveillés toute la nuit par le phénomène poltergeist. Ils arrivaient, frappaient, cognaient, donnaient des coups. Il y avait des bruits étranges, pas seulement dans la chambre, mais aussi dans d'autres pièces et dans toute la maison. Le couvre-lit était tout à coup retiré et une sorte de pression, une force nous ouvrait ou nous poussait. C'était une sensation de lévitation, de flottement. C'était comme une force qui nous arrachait du lit. Nous étions terrifiés. C'était affreux. Jeannette présente de plus en plus de signes de possession. Il devient évident que tout tourne autour d'elle. Son oncle a assisté à une de ces scènes. Il se souvient. Elle avait la force d'une personne adulte. Plus une étape, il n'a pas eu un médecin qui lui a fait une forte injection de valium. En effet, c'était estompé en une demi-heure. Avec une telle quantité, elle aurait dû prendre un pétrole. À bout de nerfs, la famille Harper décide alors de faire appel à une équipe de spécialistes. Ils seront à leur tour témoins inexplicables. Une voix venue d'ailleurs, c'est soudainement lié à ces versations. Je ne savais pas ce qui arrivait. J'avais l'impression qu'elle venait derrière moi, mais parfois de devant aussi. C'était une voix profonde. Elle se manifestait parfois dans une période, mais de temps en temps, c'est quelqu'un qui commente. J'ai parfois l'impression que je suis possédée par cette voix. Je suis cachée profondément en moi. Aujourd'hui encore, personne ne peut expliquer les phénomènes qui se sont manifestés dans cette petite maison de la banlieue de Londres. 30 ans après ces terribles événements, la famille Harper reste traumatisée par cette expérience. Je crois à ce qui est arrivé, et à ce que j'ai vu. Il y a surtout une chose que je crois. Il y a vraiment des esprits qui frappent. La lune nous révèle tel que nous sommes. Nous ne le ferons pas particulièrement, nous ne ferons mourir, mais nous ne sommes pas prêts pour autant. Le Flying Dutchman, en français ou en dévolant, serait un navire fantôme dont l'histoire terrifiante aurait inspiré le fameux film Pirates des Caraïbes. L'histoire de ce monde mythe est sans doute la plus mystérieuse des légendes de mer. Tous les marins la connaissent et redoutent un jour de croiser le navire. Son histoire remonte au XVIIe siècle, lorsque le Hollandais volant remanière tel arbre son port d'attache. À son bord, une énorme cargaison d'or. Les hommes d'équipage veulent s'emparer du précieux trésor. Ils précipitent le capitaine par-dessus bord. Cela lui jette un sort. Le navire sera désormais maudit. Les marins avaient l'ordre, ils étaient contents. Ils ont commencé à manquer d'eau. Et le temps d'arriver à bord, ils arrivaient presque à bord. Et donc ils sont devenus pestiférés. Le bateau s'est transformé en lobe. Aucun port n'a voulu. Ils ont été condamnés à arriver au niveau des tempêtes. Depuis maintenant 3 siècles, ce navire maudit serait établi. De nombreux témoins ont pris ce siècle. Nombre de témoins qui ont vu le Hollandais volant qui se consignait parfois son commandant, des officiers, c'est très sérieux. Décrivent tous un navire à moitié naufragé, mais qui ne coule pas. Les voiles sont complètement déchiquetées. Et surtout, une ambiance terrible à bord, avec des zombies, des véritables morts vivants à la peau qui s'en va par lambeaux, qui réclament assistance, avec une odeur pestilentielle. Des témoignages variés, parfois très précis, racontés par des équipages entiers et pas des moindres. Le roi George V, qui faisait son service militaire à bord d'un navire, a vu avec un certain nombre d'autres témoins ce Hollandais volant avec ses zombies à bord et un halo contre tout le monde. Et des témoignages ignorés d'autres. En 1939, en Afrique du Sud, une dizaine de personnes auraient aperçu le mystérieux voilier qui avançait à vive allure avant de disparaître brusquement. Ou encore en 1942, 50 marins auraient croisé au-dessus fantôme au large des Açores. Alors, phénomène naturel, mirage, une simple légende maritime, le mystère du Hollandais volant, presque entier.
un autre exemple chaque année, plus de 5 millions de personnes se rendent à Lourdes pour une prière dans l'espoir d'un vrai miracle. À ce jour, près de 3000 guérisons ont été reconnues inexplicables par les médecins, dont 67 sont considérées comme miraculeuses. Il y a tout juste 6 mois, c'était le 21 septembre 2005, la Sainte Agneau est devenue cette fois-ci c'est qui a miraculé de Lourdes. Les médecins disaient qu'on allait 50 ans après son pèlerinage, vous allez voir, compte qui vole comment la Vierge Marie lui a rendu la vie. Depuis plus d'un siècle, des centaines de milliers de malades se rendent à Lourdes avec la même ferveur et le même espoir. En 1952, Anna était là. À 40 ans, condamnée par une maladie incurable, on ne lui donnait que quelques jours à vivre. Et pourtant aujourd'hui, à 95 ans. Je suis si heureuse de vous rencontrer. C'est vraiment un beau cadeau que vous me faites. Entrez, entrez. Je vais vous rappeler bonsoir. Entrez. À Salerne, dans le sud de l'Italie, tout le monde connaît la Signorita Anna Sant'Anna. Son histoire, désormais gravée dans la pierre de la ville, tout le monde peut la raconter, mais personne ne peut l'expliquer. À 40 ans, j'étais déjà gravement malade. Et ça faisait empirer. Les docteurs disaient à ma mère que je ne vivrais plus très longtemps. Et ma mère pleurait sans cesse. Elle était atteinte d'une maladie bouillon, c'est une maladie bouillon, c'est une complication de maladie narcissique aiguë, elle était atteinte d'une insuffisance cardiaque grave, en fin de vie, on peut dire, puisque elle était essoufflée complètement, elle ne pouvait plus parler, elle ne pouvait plus marcher. Mais un jour, une amie d'Anna lui offre une image de la Vierge Marie, qu'elle place tout près de son lit. Je disais toujours à la Madone, aide-moi à convaincre tout le monde. Je sais ce que je veux. Je veux aller à Lourdes. Contre l'avis de sa famille, des médecins et même d'un prêtre qui l'a pensé condamné, Anna décide, à l'aide d'orthodoxe, d'entreprendre le pèlerinage pour Lourdes, sur Sylvia. Quelques jours après l'Assomption faite de la Vierge Marie, Anna parvient enfin au sanctuaire. On m'a installé près d'une fenêtre. Et dans le jardin, je voyais une statue de la Madone de Bernadette. Je lui ai dit, je m'appelle Madone, tu m'attends de venir près de toi. Aide-moi. Arrivé sur place, Anna accuse le coup et à l'agonie. Puis encore, on lui refuse l'accès au bain du sanctuaire, qui montrait des vertus miraculeuses. Mais Anna sentait qu'il avait son départ et réussit enfin à combattre son courage. Je suis très de l'eau, elle était glacée. Ça m'a donné un frisson. Mais peu après, j'ai ressenti comme une chaleur m'envahir. Et j'ai vu que mes jambes avaient dégonflé. Elle n'était plus aussi rouge. J'ai crié, Madone, tu m'as déjà entendu. C'est vous l'avez entendu. Je n'ai pas besoin de vous. Allez-vous-en. Voilà ce que je leur ai dit. Et Anna s'est levée toute seule, sans aucune assistance. Le miracle a-t-il goûté? Je me le demande encore aujourd'hui. Quel fait moi pour mériter un si beau cadeau? Quand on est médecin, quand on se trouve devant ce genre de mystère, c'est vrai qu'on se sent tout petit, dépassé. Les médecins ont parlé que cette guérison n'avait aucune explication médicale. Voilà, c'est tout qu'un médecin peut dire. Ce qui s'est passé avec Anna m'a vraiment énormément impressionné. Parce que j'ai perdu ma propre sœur de cette même maladie. Et connaissant les souffrances de ma sœur, je me dis qu'il n'y a qu'une intervention divine qui a pu guérir Anna. C'est pour cela que je l'ai reconnue comme la 67e miraculée de Lourdes. Il a fallu plus de 50 ans pour que l'Église se penche sérieusement sur le dossier médical d'Anna et accepte enfin d'authentifier le miracle. Chose faite le 21 septembre dernier. Mais Anna, elle n'a pas attendu en vain. En 95 ans, elle profite pleinement de sa seconde vie. Un mystère qui m'a fait ressusciter de la mort. Pouvez-vous imaginer ce que c'est? Un miracle extraordinaire. Un autre lycée faut aussi l'expliquer, celui du poltergeist d'Arcachon. 1963, il y a 43 ans, la clinique orthopédique de Montserrat, de la ville avait été placée de GDPR, le cabinet de Rick, même en médecine, il faut l'entendre pour le point. Alors, qui n'a jamais entendu parler du diptyque de la politique de neige du lycée? Quel que soit le nom, quel que soit le trou, il existerait une créature de 2003 mètres, pesant plus de 225 kg et sans empreinte de pied de 43 cm de long. Vous pouvez parler de moi. Aucun spécimen n'a jamais été capturé dans la nature, pourtant, de nombreux chasseurs, campeurs et promeneurs ont témoigné de son existence, il aurait même été filmé, mais jusqu'à présent, le mystère est entier. Ce film amateur aurait été tourné en 1967 aux États-Unis. Il a fait le tour du monde, soulevant les publics critiques et interrogations. On peut y voir le légendaire Bigfoot marchant dans une forêt californienne. L'énigme qui plane autour de son existence est toujours d'actualité, comme nous raconte Jean Privé. La créature la plus connue et qui en même temps présente un certain nombre de preuves tout à fait excluantes, c'est Sasquatch ou Bigfoot que l'on rencontre principalement aux États-Unis. Donc là, les Bigfoot, ce sont des créatures qui font de mettre 40 à 50 à la explosion, donc nettement plus grandes que les êtres humains, créatures très impressionnantes et qui ont été rapportées dès le 19e siècle. Véritable créature ou simple imposture, et pourtant on aurait croisé le Bigfoot dans différentes parties du monde, notamment en Amérique du Nord. On voit un être qui ressemble plutôt à un gorille. C'est un être femelle, on voit qu'il est entièrement ouvert de poils, qui se couvre de manière extrêmement particulière et qui réellement se retrouve comme le font les singes et non pas les humains, c'est-à-dire en tournant tout le corps, toute la tête, des minutes avant la vie, quand on a des On relèvera également des empreintes d'une taille impressionnante. Serait-ce une preuve supplémentaire de l'existence de Bigfoot? Une preuve qui confirmerait ou témoignerait qu'en 1980 en Californie, un officier de police aurait fait une rencontre bien inquiétante. Ce qui était très impressionnant, c'est qu'il marchait presque comme un homme. Le visage n'était pas complètement recouvert de poils. Les yeux étaient normaux, mais sa taille était très impressionnante. Plus de 2 mètres, 2,50 m. De nombreux témoignages attestent que l'on pourrait rencontrer ou capturer un jour un animal encore inconnu. Ce qui est certain, c'est qu'avec l'ensemble des témoignages que nous continuons de recueillir, il existe très certainement des formes bipèdes inconnues, et leur nature est-elle humaine ou animale? C'est l'avenir qui nous le dira, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut continuer la quête. En Gilles, cité balnéaire de Mondial. En 1963, la clinique du Dr Cuno semble être le théâtre d'un poltergeist. Le bâtiment est la cible de chute de pierre inexpliquée. Aujourd'hui, le Dr Cuno est mort et la clinique a été rasée, remplacée par un immeuble. Elle ne révéla donc jamais son secret. La clinique d'Arcachon a été le sujet journaux d'études scientifiques, comme il le raconte ce professeur spécialiste des phénomènes paranormaux. La clinique d'Arcachon, qui est l'un des premiers cas de poltergeist de la fin du XXe siècle. Et un poltergeist, ça peut poser des phénomènes variés. À Arcachon, c'est le chute de cabine, dont ce qui n'avait pas de trajectoire particulière, on presque le couru pendant 5 mois, c'est-à-dire depuis le 19 mai 1963 jusqu'au début du septembre. Il y a une malade qui était installée sur la terrasse, malade en fauteuil roulant,
bombardé par des cailloux qui tombent du ciel. Et des cailloux tombés du ciel, le docteur Clément contacte du de croissance. Il se confie alors à son confrère et ami, le docteur Théorie, pour l'informer de ces phénomènes étranges. Pour lui faire part des soupçons qu'il porte sur Angelina, une jeune malade de 17 ans. Il a quand même noté un fait qui lui a semblé important, c'était lié à la présence d'une jeune femme espagnole qui rythmait les jets de pierre. Quand elle était là, il y avait des jets de pierre, quand elle n'était pas là, ou en ville, il n'y avait pas de jets de pierre. Et dès que la jeune femme est présente sur la terrasse, des pierres sont rejetées à proximité des malades sans jamais les laisser. Il est alors possible de déterminer la provenance de ces pierres. Pour écarter définitivement les thèses d'une plaisanterie, le docteur Clément décide de faire appel à la police. André Lux, un témoin de l'époque, se souvient de cette surprise. Le docteur Clément a fait appel à la police pour organiser des observations, des plans, mais je crois que rien n'a été découvert dans ce sens-là et que l'aspect paranormal demeure encore à ce jour. L'enquête de police ne donne rien. Et très vite, la piste d'une supercherie est définitivement écartée. Et d'autres enquêtes menées de l'intérieur par un patient policier sera également un échec. Mais alors, comment expliquer ces nuits de pierre? Dans cette affaire, absolument de pour la science, pour reprendre une formule consacrée, je pense que dans l'état actuel de la connaissance, il n'est pas possible de donner solution sur elle. 43 ans après, la clinique n'existe plus et aucune pierre n'est tombée à cet endroit. Perdu en plein Pacifique Sud, l'île de Pâques est l'une des îles habitées les plus isolées du monde. Elle appartient au Chili. 2000 habitants vivent sur ce pays dont le patrimoine exceptionnel vient d'être protégé. Jusqu'à ce jour, personne n'a encore percé tous les secrets de cette île de Pâques. Puis nous partirons en Égypte où la mort touchera le visage de celui qui dérangera le pharaon. Pas mal. Cette inscription a été découverte à l'intérieur du meuble de Toutankhamon. Et cette inscription est fondée sur de prémonitions pour reconnaître le destin de ceux qui l'ont approché. 27. Il serait 27 à avoir été touché par la malédiction du pharaon Toutankhamon. Une malédiction vieille de 3300 ans. Elle garderait encore aujourd'hui. Tout a commencé en 1922. L'anglais Will Carter découvre le tombeau de Toutankhamon, pharaon de la 18e dynastie, aux origines autres. C'est le plus fantastique trouvaille archéologique de l'époque, mais peut-être aussi l'une des plus terribles. Les ouvriers égyptiens préviennent d'ailleurs les fouilles, ceux qui tableront le retour du pharaon, du tombeau, la mort. Mais les archéologues ne se soucient pas du danger, le trésor est trop précieux. Lord Carnarvon, l'homme qui a financé l'opération Clio, il a pour longtemps. Un an plus tard, dans la nuit du 5 avril 1923, il meurt au Caire. Au même moment, toutes les lumières de la vie s'éteignent. Simple coïncidence, peut-être pas, peut-être pas. Un mois plus tard, deux archéologues de l'expédition meurent subitement. L'année suivante, le professeur White, un des premiers à pénétrer dans la tombe, est retrouvé pendu. Et les campements continuent. Howard Carter, l'homme qui a découvert la fameuse tombe, meurt dans des circonstances mystérieuses. Est-ce lui qui a réveillé cette terrible malédiction? Il n'empêche qu'à ce jour, la liste des victimes n'a jamais cessé de s'élargir. Les proches de Carnarvon, sa femme, sa fille, mais aussi sa fidèle infirmière. Puis c'est au tour du secrétaire de Richard Clapper. Plus récemment, deux conservateurs du musée du Caire sont morts eux aussi. Ils venaient tout juste d'autoriser le transfert du trésor vers l'Europe. Des décès en série, des causes pour la plupart inexpliquées. Au total, 27 personnes auraient été mortellement touchées par cette terrible malédiction. Et si la vengeance du pharaon n'était toujours pas terminée, le mystère demeure entier. L'île de Pâques est certainement l'île la plus isolée du monde. Depuis sa découverte en 1772, elle reste aussi plus énervée. Pourtant, depuis quelques années, cette île semble dévoiler peu à peu ses secrets. Lorsqu'on arrive et lorsqu'on voit ces statues énormes, la question se pose comment des habitants qui sont incultes et puis construisent des monuments pareils. Pendant longtemps, les scientifiques se sont interrogés sur la façon dont ces statues de pierre appelées Moai avaient pu être fabriquées puis transportées. Des statues qui pèsent plus de 100 tonnes, dont la hauteur est comparable à celle d'un immeuble de 3 étages. Les hypothèses les plus folles avaient été soulevées. On a même parlé d'une intervention extraterrestre qui les aurait posées sur l'île. En réalité, les statues ont été transportées sur des monts de bois. Mais l'île de Pâques reste mystérieuse. On s'interroge notamment sur l'origine de ces habitants, le rôle de ces statues ou encore une écriture à ce genre déchiffrable. Est-ce que des mystères comme par exemple cette affaire de cette écriture qui est restée indéchiffrable et puis il y a l'origine même des bastions de Deltine. Une écriture indéchiffrable, un peuple aux origines toujours inconnues, des événements encore sans réponse qui rendent les scientifiques et font toujours de l'île des pages, l'île de tous les secrets. Les unes que les autres, mais aucune ne peut laisser indifférent. Saint-Quentin, ville de 50 000 habitants, capitale de la Picardie, est classée d'art et d'histoire. Elle est reconnue pour l'héroïsme de ses éléments en conflit. Les élites sont connues pour une curieuse affaire survenue en 1986, l'histoire de la maison du 16. Sans aucune explication, selon témoignage de nombreuses personnes, les murs et les maisons se miettés. Tout aussi surprenant et délivrant, les coïncidences hallucinantes qui unissent le destin des deux présidents Abraham Lincoln et John F. Kennedy, non seulement le 16e et le 35e président des États-Unis se suivent directement dans leur établissement des présidents américains, mais 16 autres points communs lient un siècle d'écart, c'est le C'est l'histoire de coïncidence la plus extraordinaire. Abraham Lincoln, John Fitzgerald Kennedy, deux hommes exceptionnels pour un des président des États-Unis. C'est à partir de curieuses coïncidences de la plus évidente à la plus incroyable. Lincoln, Kennedy, ces deux noms contiennent chacun 7 lettres. Lincoln est élu au Congrès en 1846, Kennedy en 1946. Lincoln est élu président en 1860, Kennedy lui en 1960. L'homme qui succède à Lincoln s'appelle Johnson. Il est né en 1808, un jeudi. L'homme qui succède à Kennedy s'appelle Johnson. Il est né en 1900, un jeudi. Tout ceci est-il du hasard? On a un volume de coïncidence qui va dans le même sens. On appelle ça la synchronicité. Et la synchronicité n'est pas seulement un hasard, elle est le fruit de quelque chose qui ne dépasse, je ne comprends pas totalement, mais qui a une certaine vérité historique. Et les mystérieuses coïncidences ne s'arrêtent pas là. Les épouses des deux présidents ont chacune perdu un enfant à la Maison Blanche. Plus troublant encore, les disparitions tragiques des deux présidents. Ils ont été assassinés, une balle dans la tête. Une dernière anecdote que j'appelle paranormale, c'est que Lincoln a été assassiné dans un théâtre qui s'appelle Ford, que Kennedy était dans une voiture Lincoln, qui est une des marques du groupe Ford. Les assassins de Lincoln et de Kennedy, John Wilkes Booth et Lee Harvey Oswald, furent eux aussi tués par balle et sautés par leur procès. Quelques jours avant son assassinat, la secrétaire de Kennedy avait fait regarder des éventuellement. Elle s'appelait Evelyn Lincoln. Est-ce encore un hasard? Ces troublantes coïncidences relèvent du paranormal.
1986, Saint-Quentin dans l'Aisne, une petite ville de Picardie. C'est ici qu'un jeune couple s'installe pour y mener une vie tranquille. Mais très vite, leur quotidien va se transformer en véritable cauchemar. À Saint-Quentin dans l'Aisne, dans une maison de quartier populaire, il se passe depuis quelques mois des faits pour le meurtre de pauvres Annalise Gabriel de la naissance. En s'installant dans cette maison, Lucie et son mari ne pouvaient imaginer qu'ils allaient devenir le centre d'intérêt du quartier populaire. En effet, dans leur maison, de curieux taches rouges apparaissent sur les murs, sur le linge, et des bruits inquiétants retentissent jour et nuit. Et bien on entend du bruit, des bruits d'action cassée, il y a tout ça qui apparaît sur les murs, sur l'écran, dans la cuisine. Entre terreur et stupéfaction, le jeune couple tente de comprendre ce qui se passe dans leur maison. Ils décident de faire appel à la police. Pour classer par eux l'un des enquêteurs de cette affaire, ils ont rescoué les abeilles. Ils se souviennent encore du jour où Lucie et sa famille terrorisés sont devenus une C'est généré un stress général, même on finissait par se poser des questions, c'est un état psychologique particulier. Nous sommes allés dans la maison et nous avons constaté ces fameuses taches sur les murs partout. Encore plus troublant, arrivés sur place, les policiers vont être témoins d'un phénomène plus étrange. Il y a eu justement ce jour où un bruit sourd a retenti, comme un dit, le chef venu dans la je monte les escaliers catapultes, il arrive avec personne. Encore un fait inexpliqué. Maintenant convaincus qu'il se passe réellement quelque chose dans cette maison, les policiers décident de faire analyser les taches suspectes. Le résultat confirme les craintes de Lucie, il s'agit bien de sang. Je peux vous dire, mais c'est pas normal toujours. Le sang il apparaît comme ça. Des taches de sang. Mais quel est ce sang qui se met ainsi au milieu de sa maison? Le rapport officiel atteste que ce sang est bien d'origine humaine. Mais ces taches auraient cependant subi une altération. Explication. Le sang éventuellement présent a été soumis à des agressions qui peuvent être des agressions physiques comme la lumière ou des agressions chimiques comme l'objet. À chaque fois, Lucie nettoyait ces taches et journellement constaté de nouvelles traces. Le mystère persiste. La police poursuit ses investigations et décide de mettre en place un dispositif pour piéger un éventuel farceur. Un soir, le chef décide de mettre la farine sur le sol. Si quelqu'un entrait la nuit, il laissait des traces de porc, il ferme la porte, il garde l'entrée. Et en même temps, il te trempe, il met en place, on ouvre la porte. Il n'y a aucune trace de porc, qu'est-ce qu'on constate? Des traces de sang. Pour aider les enquêteurs, des spécialistes du paramédical proposent leur service. Les policiers acceptent. D'après un médium, la présence maléfique vient de son site. Il semble local. Le pendu médium qui est tourné, il a décidé qu'il fallait creuser un endroit précis. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir associé à un rituel pour le corps, les esprits. Le médium disait qu'elle était réceptive, elle ressentait qu'elle pouvait faire déclencher ce phénomène. Les fous sont entreprises, mais en vain. Devant tant de mystère, Lucie et son mari décident de quitter la maison sur le champ. On cherche ailleurs et puis on jamais pu. Il n'avait jamais pu démontrer qu'il y avait une supercherie, un plaisantin qui pouvait examiner du sang sur les murs. Aujourd'hui, 20 ans après, Lucie ne souhaite plus parler de cette affaire. Elle reste traumatisée par le phénomène toujours inexpliqué de la schizophrénie. Il existerait en France des lieux où il se passe des choses de la santé troublantes. La ville de Mortemer, en Normandie, serait un de ces lieux, par le fantôme d'une très jolie femme. Elle se manifesterait, oui, se manifesterait, puisque c'est un fantôme des soirs très nuit. Certains témoins auraient aperçu, non, auraient entendu ces pas ou le souffle de cette célèbre dame blanche. Lisor, un joli village normand apparemment sans histoire, et pourtant, près de la forêt, dans les rues de l'île de Mortemer, il y aurait un fantôme. Depuis plus de 800 ans, une femme blanche vêtue d'un voile léger hanterait les lieux et serait apparue au fil des siècles à certains visiteurs. J'ai 80 ans, j'habite à Lyon depuis toujours. Et j'ai toujours entendu parler de mon temps. Et le paradis dans le mur de l'abbaye, parce qu'on m'avait expliqué, il fallait essayer de voler la blanche, il fallait pas les coucher, parce qu'on risquait de mourir. La dame blanche serait une fantôme d'une femme certainement existée. Mathilde de la Forêt, petite fille de Guillaume le Conquérant, et fille d'Henri Ier, dit Baudelaire. Et c'est ici, à l'abbaye de Mortemer, que la belle Mathilde avait tous ses heures les plus terribles. C'était mariée à l'âge de 6 ans, parce que beaucoup à l'époque, avec un enfant d'un qui avait des bambous qui avait 20 ans. Et Mathilde, libre, a mené une vie absolue. Et c'est ça qui était pas tout avec Paul qui était tout le temps, l'a prise à l'abbaye de Mortemer et l'a cloîtrée pendant 5 ans à l'abbaye. Une fois sortie de sa réclusion forcée, Mathilde se marie et donne naissance à Henri II dans Genève, en Angleterre. Un destin hors du commun qui va perdurer au-delà de la mort. On dit qu'elle était tellement malheureuse en Mortemer, tellement malheureuse dans ces 5 ans, qu'elle revient. Les jours de pénurie, les jours de préférence en lutte. Alors si elle porte des gants blancs, c'est signe de mariage, c'est ça. Et si elle porte des gants noirs, c'est signe de mort. Face à la malédiction, l'église fait l'exorciser l'abbaye. En vain, Mortemer est fait toujours, et les milieux de la nuit, peu de gens aussi aventureux. À l'exception de ceux irrésistiblement attirés par l'ombre en dame blanche. Il y a quelques années, ici même, juste à côté de la nef, j'étais accompagné de plusieurs personnes, et là, plus un bruit. Les âmes qui se trouvaient un peu plus loin étaient restées figées. On a commencé à sentir un vent, une respiration qui, au fur et à mesure, se déroulait, s'intensifiait, et qui s'est mise à faire le tour du bureau. Illusion nourrie par la légende, ou véritable manifestation fantomatique. Pour ceux qui viennent souvent dans les ruines de l'abbaye, le lieu est incontestablement habité par une présence étrange et bizarre comme depuis 8 siècles. La dame blanche ne peut s'éloigner de ses pierres, car l'histoire. On n'a pas ici, on n'a jamais l'impression d'être seul. On a toujours l'impression d'être accompagné de quelqu'un. On a l'impression, on peut dire son gardien, c'est un peu bizarre, mais de quelqu'un avec nous, dans une pièce, dans une pièce, et devant quelqu'un, on a vraiment l'impression d'être accompagné. Pendant longtemps, il n'y eut aucune preuve tangible de l'existence de la dame blanche, jusqu'à ce que cette photographie soit prise. L'image fixée sur le véhicule lors d'une visite de l'abbaye reste inexplicable. Le journaliste est venu avec un groupe, de façon anonyme. Et quand elle est sortie, elle a voulu photographier, et sur place, elle a pris une photo. Et quand elle a développé ce pellicule, elle a trouvé cette photo. J'ai vu sur un article cette photo, mais comment elle était prise, là aussi, on ne peut faire beaucoup de choses avec les appareils photo, avec les lumières. Donc là, je suis un peu sceptique. Ah, c'est pas tout cas, c'est pas tout cas, c'est super important. Non, on peut pas. Cette année de suite, l'expérience a été retentée. À chaque fois, parmi les clichés, une forme étrange est apparue. Les fantômes de Mathilde Mortemer n'avons pas encore livraison secrète. Et chaque nuit de pleine nuit, on tient la promesse du mensonge avec sa beauté légendaire. On exploite une infime partie des capacités de et les scientifiques reconnaissent que certains phénomènes que c'est impossible à mesurer.
c'est le cas pour l'hypnose et l'hépatite. L'exemple le plus incroyable, nous sommes allés le chercher au Népal, où un adolescent que certains n'hésitent pas à considérer d'ailleurs comme la réincarnation du Bouddha, s'est littéralement sacrifié pendant des mois avant de disparaître. C'est l'histoire fascinante du jeune Rambal. Ce ne sont pas les mêmes souris qui habitent une chimpanzé qui a des fourmis en 1974. Elle affirme avoir été agressée sexuellement par un fantôme. Après une longue période de Camille, il y a 6 ans, elle aurait de nouveau vécu d'étranges phénomènes. C'est une histoire certes difficile à prouver, mais qui laisse penser les policiers et les psychologues sur une question. Californie, États-Unis. C'est ainsi qu'une incroyable histoire s'est produite en 1974. Une jeune femme aurait été violée par un fantôme dans sa maison de la banlieue de Los Angeles. De très étranges clichés ont été pris par une impressionnante équipe d'enquêteurs qui a travaillé sur l'affaire. À sa tête, le docteur Henry Clark, parapsychologue, le premier en contact avec la jeune femme. Le 22 août 1974, avec Gabriel, un de mes collègues, nous nous sommes rendus à l'université. La première chose que cette femme nous a dit, c'est qu'elle aurait été violée par un fantôme. Vous êtes trop pétrifié. Je me suis dit, mon Dieu, elle est complètement folle, elle est complètement sacrée. Puis elle nous a rappelé 10 jours plus tard. Là, les voisins étaient témoins des événements. Je me suis dit, allez, on y va, c'est sérieux. Pour enquêter sur ce cas, le docteur Clark décide de faire appel à plusieurs collaborateurs. 17 scientifiques ont souhaité participer à cette enquête pour le moins surprenante. Nous étions très nombreux dans la maison de cette femme. Nous voulions organiser une séance de spiritisme. Nous espérions trouver des preuves qui montrent que tout ceci n'était pas réel. Les équipes espèrent prendre aussi l'agression sur ce soir-là, sans agression, l'identité s'est tout de même manifestée. Sur une photo prise ce soir-là, on voit clairement deux armes. C'était incroyable. On ne savait pas ce que cela avait été. Nous avons fait analyser ces photos par un laboratoire professionnel de la West. Ils nous ont répondu qu'ils n'avaient jamais vu de telles armes. Des photos surprenantes qui prouveraient donc qu'une manifestation a eu lieu ce soir-là. Les personnes présentes auraient été des victimes d'une hallucination collective. Cette nuit-là, il devait y avoir entre 25 et 28 personnes dans la pièce. Nous avons tous vu la même chose au même moment. Qu'une de personnes et des hallucinations soit, mais pas 25. De plus, nous avons demandé à tout le monde de prendre des notes et tout le monde a noté exactement la même chose. Personne ne saura jamais vraiment ce qu'a vécu la jeune femme. Elle déménagera plusieurs fois et les agressions sexuelles auraient continué. Depuis plus de 6 mois, un jeune homme de 16 ans intrigue le monde entier. Il serait la probable réincarnation de Bouddha, le fondateur du bouddhisme, disparu il y a 2500 ans. Depuis le 16 mai 2005, Rambal Robinson, médic, assommé d'un arbre. Il ne se nourrirait pas, ne boirait pas, ne parlerait pas, ne bougerait pas. Ce jeune homme pourrait-il être une réincarnation de Bouddha? Certains pensent que c'est la réincarnation du Bouddha historique, l'on connaît, qui est le Bouddha de Cavalier. Et de nombreux témoins venus du monde entier confirment cette hypothèse. Quand j'ai vu son visage, j'ai été surpris. Il a le même visage lumineux que vous. Moi, j'ai vu une lumière sur le sol. Et tout disent qu'il a vu sa tête. Oui, j'ai vu la lumière. Une lumière jaune qui est frappée dans le fenêtre. Le Bouddha a réalisé des rêves sous un arbre qui correspondait à ce type d'arbre, qui est un figuier. Et le figuier en Inde et au Népal, évidemment, pour tous les bouddhistes, a une valeur symbolique extrêmement importante. Donc c'est vrai que trouver ce jeune homme méditant sous un figuier et parti de façon aussi intensive, un peu comme le fil du Bouddha sans hip-hop, c'est extrêmement riche à Vous n'aurez pas interdit de la foule. Le jeune homme médite pendant des heures sans bouger. Et selon ses proches, sans boire, ni même manger. Il ne mangera, il ne boit pas, il ne va pas aux toilettes. Il n'a besoin de rien. Il mange rien. Il reste immobile 24 heures sur 24. Il a des exercices de yoga, travaille sur le souffle et il vise à transformer le souffle en un aliment entre guillemets qui va nourrir le corps et l'esprit. Autre phénomène encore plus mystérieux. Le 18 janvier dernier, c'est les campagnes feu. Le jeune homme lui n'a rien senti et il aurait déjà survécu à 2 ans sur le coma, normalement mortel, sans assistance, aucun soin médical. Ceux qui n'ont pas lu les textes sacrés ont du mal à croire. Mais nous avons lu ces textes sacrés et les prophéties. Et c'est là toute la différence. L'incroyable mystère qui plane autour de ce garçon intéresse son grand maître, proche du Dalai Lama. L'esprit a énormément de pouvoir. L'esprit contrôle le corps. Et quand l'esprit atteint un certain niveau de conscience, on peut contrôler les 5 éléments et pas seulement le corps. On ne devrait pas trop parler. Il ne faut pas le déranger. Attendons et ne verrons plus tard. De toute façon, c'est l'invitation est bonne. Et c'est bien que les gens s'y intéressent. Depuis le mois de mars, ce petit Bouddha se serait retiré dans un lieu secret pour poursuivre son chemin. Rendez-vous, tout comme l'avait fait Bouddha, il est venu 500 ans. Pour être reconnu officiellement comme une réincarnation, il ne prend que 10 pendant 5 ans. C'est qu'il aurait été enlevé par des rebelles maoïstes à faire suivre encore. Comment un simple abbé curé de campagne a-t-il pu dépenser, selon des estimations récentes, l'équivalent de 3 millions d'euros, c'est au début du XXe siècle, dans des travaux divers? C'est tout le mystère qui règne autour de la vie de l'abbé Saulière et de Rennes le Château près de Trieste. Depuis sa mort en 1737, personne ne peut dire d'où venait son fabuleux trésor. Direction Rennes le Château. Rennes le Château, près de Créfasso, l'un des villages les plus convoités par les infatigables chercheurs de trésors. C'est le site historique d'une terre bien mystérieuse qui débute en 1885. L'abbé Saulière, simple curé de campagne, est alors nommé à Rennes le Château, une petite paroisse de Loupes. Dans ce modeste village, l'abbé Saulière va devenir riche, très riche. À son arrivée, le nouveau curé découvre une église et un presbytère en ruine. Grâce à des dons de fidèles, il va pouvoir entamer la restauration des bâtiments. Un jour, les ouvriers découvrent sous une dalle un chaudron rempli de pièces d'or. Immédiatement, Saulière dit aux ouvriers que ces pièces ne valent pas la peine qu'on s'y intéresse. Il les congédie sur le champ en leur disant qu'il les paiera plus tard. Mais curieusement, Saulière ne rappellera jamais ses ouvriers et continuera ses recherches tout seul. Le curé s'est donc emparé d'un très mystérieux trésor dont visiblement il ne veut pas parler. Quelques semaines plus tard, autre découverte, en dehors quartier, au guerrier aurait trouvé un étrange parchemin dans un bol. C'est cela que notre client nous a toujours parlé, de cela avec les études du Pourquoi un tel silence? Que veut bien révéler ce mystérieux parchemin? L'abbé est peut-être sur la piste de la autre trésor, plus fabuleux encore. Le trésor de Qatar a disparu, on se dit, il a peut-être été emmené à le trésor ensuite. Le Visigoth et les Visigoths qui ont pris Rome et qui ensuite se sont emparés du trésor de Rome et sont venus à Toulouse et Carcassonne. Et puis il y a le trésor des Templiers qui avait également commandé, qui était pas très loin de mon château, c'est aussi le trésor des Templiers. Puis il y a une hypothèse beaucoup plus rationnelle. Certains auteurs ont montré qu'il aurait pu avoir aussi une effet frauduleux de l'abbé qui ont fait tout ça. Tous ces mystères-là sont revenus sur Rennes le Château parce que c'est à l'épicentre de tous ces énigmes qui ont eu lieu au Moyen-Âge. Une chose est sûre, du jour au lendemain, le
comportement du curé change complètement. Il dépense sans compter. Après les architecturales n'a plus de limite. Il fait élever une somptueuse villa, des jardins exotiques et même une tournée néo-gothique. Le mystère grandit chaque jour un peu plus. L'abbé recevrait les personnalités les plus en vue de l'époque et même les familles royales étrangères. Mais pourquoi donc des gens si fortunés s'intéressent ainsi au trésor d'un curé de campagne si ce n'est pas l'argent qui les attire? Que peut donc bien être ce trésor? Il y a des ouvrages qui ont dit ces documents, ça pourrait faire une révélation explosive sur les origines du judaïsme, notamment un acte qui aurait prouvé que Jésus et Marie-Madeleine auraient été mariés, que les missionnaires auraient trouvé ce document qui l'aurait monnayé très cher, ce qui lui aurait permis de construire tous ces édifices. Or, c'est toute l'imagination pour ces années. Quoi qu'il en soit, l'abbé tient à conserver son secret et continue seul ses fonds. Les villageois ne comprennent pas alors que passe des nuits entières à creuser dans les cimetières, plus mystérieux encore, et le curé en train d'effacer des inscriptions sur une banque. Ce comportement alerte l'église qui s'inquiète de la vie de Sonnière et de ses dépenses faramineuses, mais il ne voudra jamais expliquer. Après la mort de l'abbé, une seule personne aurait eu connaissance de l'inexplicable secret. Marie de Larnaud, sa fidèle servante. Mais elle n'en sortira aussi dans sa tombe. Ça disait comme les souvenirs, ce qu'il avait trouvé, ce qu'il avait arrivé, comme un symptôme, c'était une monstre fort. En plus, vous imaginez dessus sans nous savoir. Personne n'a donc jamais pu expliquer l'origine de la fortune subite de la maçonnerie. Les infatigables chercheurs des trésors n'hésitent pas à creuser, à fouiller, à tel point que certaines constructions du village et des alentours et menacent de s'effondrer. Les habitants de Rennes le château vivent de peine et de d'un trésor inestimable. Et cette histoire de nous intrigue particulièrement, moi aussi d'ailleurs. Le nouveau musée du Cremlin à Paris ouvrira ses portes le 23 juin prochain. Il est consacré aussi à l'exhibition d'Afrique, des îles Océanie et des Amériques, et ce sera un musée exceptionnel. Et dans ce musée, parmi les collections d'armes, il pourra bien trouver un crâne cristal de quartz. On dispose d'assez peu d'informations sur ses origines, on sait seulement qu'il proviendrait d'Amérique centrale, peut-être du Mexique. Il pourrait surtout s'agir de l'un des éléments fascinants des gens Perdu dans la nuit des temps, une vieille légende indienne raconte qu'il existe sur Terre 13 grammes de cristal qui enfermeraient un savoir secret. Un jour, tous les grammes de cristal seront réunis et délivreront alors un message crucial pour l'humanité. Pendant des siècles, cette légende n'a pas vu d'écho jusqu'à ce que l'on passe en 1924 une incroyable découverte. 1924, Belize, en Amérique centrale. Un aventurier anglais, Frédéric Michel Edgins, explore avec sa fille Anna le site malière de l'Oubaki. Un jour, Anna découvre l'un des plus prodigieux objets qu'on ait jamais trouvé. Le soleil était vraiment très intense ce jour-là, et j'ai aperçu quelque chose qui brillait très fort, une évolution. On a déplacé les pierres qui obstruaient le passage, et lorsque le trou a été assez grand, je suis descendu, et c'est là que j'ai trouvé le crâne de cristal. Lorsque je l'ai donné à mon père, tous les Mayas m'ont dit, sois figé, et je pense à ce sol, c'est quand même pleuré. Depuis le début du siècle, on a retrouvé cette crâne. Nous se sont réapparus dans d'autres circonstances, notamment à Londres, et même à Paris. Les crânes sont tous différents, mais ils ont un point commun, impossible de déterminer leur exacte provenance. Pour les descendants du peuple Maya, les conséquences d'une telle découverte sont inimaginables. Ces mystérieux crânes de cristal font l'objet d'un culte aussi intense qu'extraordinaire. Pour nous, ces crânes de cristal sont nos ancêtres et ils sont les gardiens de la connaissance. Mais il ne s'agit pas de savoir que c'est un crâne que nous avons au milieu, car il y a plusieurs crânes dans le monde qui Un savoir, plusieurs crânes qui cherchent à se réunir, la légende prend vie. L'heure des révélations est arrivée, cela semble impossible. Comment un crâne pourrait-il en effet communiquer? Et pourtant, ces pièces sont sculptées dans le plus pur cristal de roche, quartz naturel. Un matériau aujourd'hui indispensable pour communiquer et présent dans nos ordinateurs ou dans nos téléphones. Oui, on utilise le quartz à cause de ses propriétés piézoélectriques. Cela signifie que si vous faites une impulsion sur une belle pièce, vous obtenez tout simplement une décharge électrique. Les propriétés même de ce cristal de roche permettent que ces crânes de cristal soient collés pour effectivement contenir un savoir, une mémoire, pourquoi pas. On sait que les Mayas détenaient bien un savoir. Peut-être connaissaient-ils déjà le pouvoir de transmission du cristal. Peut-être savaient-ils déjà l'utiliser. On dit que ce crâne de cristal contiendrait une information pour l'humanité, mais que cette information serait révélée au moment où l'humanité serait prête à la recevoir. Houston, Texas, c'est là que vit Johan Parks, pour qui l'histoire des crânes messagers dépasse la simple légende. Nous avons copié un guérisseur. C'est lui qui nous a donné ce crâne. Nous n'avons rien de plus, c'est qu'un jour nous sommes perdu. Nous l'avons apporté à la maison, nous l'avons mis dans un carton, au fond d'un placard, au moment ça. Et puis je commençais à rêver du crâne, dans le placard. C'est comme si je parlais à communiquer avec lui. Je dis j'étais en train de vivre folle, qu'est-ce qui se passe? Pour ça c'est qu'on va le faire, je lui dis ça, c'est il m'a répondu. Non, je suis trop important pour l'humanité. Pourquoi ces crânes sont-ils si importants? Que doivent-ils nous révéler? Le docteur Jim Walsh, spécialiste des civilisations en Amérique centrale, s'intéresse à la question depuis qu'un crâne a échoué dans son bureau d'une manière plus que troublante. Un jour, un collègue d'un autre musée téléphoné en disant qu'il avait reçu par la poste une crâne. Je l'ai examiné et on me dit qu'il s'agissait d'un crâne de cristal. Il a vivement réagi en me disant de ne pas le regarder dans les yeux. Il est maudit. Je dois dire que depuis qu'il est dans ce bureau, j'ai comme l'impression qu'il en a sur d'autres. En effet, Jim Walsh apprend dans la foulée qu'il y a aussi un crâne de cristal à Londres et un autre à Paris. Celui de Paris est actuellement au musée du Ébranly, mais la direction n'a pas osé s'exprimer à ce sujet. Peut-être parce que l'origine de ce crâne laisse encore les scientifiques dans la plus grande perplexité. Vous ne pouvez pas dater cet objet de carbone 14. En fait, nous n'avons aucune idée précise du temps qu'il a fallu pour le fabriquer. Ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent sans cesse et qui restent sans réponse. En 1996, le British Museum de Londres donne enfin raison de l'austère. 5 crânes sont alors réunis pour une expertise des plus perfectionnée. Déroutant pour Simons, la légende ne dit tellement que les crânes cherchaient à se réunir pour révéler leur mystère. Le résultat des expertises sont 3 crânes ne se peut être pas aussi anciens que le Camembert. La légende va-t-elle s'éteindre? Mais un événement incompréhensible va se produire. Le British Museum se refuse à commenter l'origine des 2 derniers crânes. Alors pourquoi? Ils savent qu'ils sont authentiques et je pense qu'ils ont créé quelque chose que le public ne doit pas savoir. À mon avis, les crânes de cristal sont véritablement liés à un immense mystère. Quelle étrange découverte peut justifier un tel silence de la part d'une institution? Une seule certitude, le mystère continue. Johanna Parks à Belize, quand on parle de reportage, sachez qu'il sera exposé en 2007 à Montréal ou près de Cannes. 2007, son histoire a inspiré un film avec Charles Camping, Superstition, sorti en 2000. Aujourd'hui, Carole Courtin vit paisiblement des Clavérines en Yorkshire, en Bretagne. Pourtant, les années 80, le femme a bien fini son séjour. Ils ont accusé d'être de sorcière pyromane. On l'a soupçonné de pyrokinésie, c'est-à-dire d'allumer des feux à distance. Alors ça, c'est Carole, elle se passe.
Mai 1990, nous sommes en Italie où l'histoire de Carole Compton était faillite. Cette jeune écossaise alors âgée de 20 ans est au centre d'une impulsion polémique qui a posé même en crise. Elle est en effet accusée de sorcellerie, car elle aurait le pouvoir de déclencher des feux à distance, un phénomène appelé pyrokinésie. Tout commence en mai 1982. Afin de retrouver le jeune homme italien dont elle est amoureuse, Carole se fait embaucher comme jeune fille au père par la famille Ricci. Très vite, des événements étranges se déclarent à proximité de Carole. Des tableaux tombent après ce passage, des meubles se mettent à bouger sans raison. Mais c'est au cours d'un séjour à la montagne que le plus étrange arrive. Un feu ravage l'étage du chalet et le but. Le chef des pompiers déclare alors qu'il n'avait jamais vu un feu aussi violent de toute sa carrière. Et l'enquête révélera que les causes de l'incendie doivent être déterminées. Dans le doute, la famille italienne préfère se séparer de Carole. Elle est alors embauchée dans une autre famille, chez les Totti qui régime sur l'Italie. La grand-mère superstitieuse se méfie très vite de Carole et la sorcière. Dès les premiers jours chez les Totti, les terribles manifestations reprennent jusqu'au jour où la poussette se trompe l'enfant dont elle s'occupe s'enflamme subitement. Immédiatement, la grand-mère porte plainte et Carole est arrêtée par la police accusée de sorcellerie. La presse se déchaîne sur la présumée sorcière. Les plus crédules bandits les crucifient pour chasser les esprits maléfiques. Les parapsychologues se penchent sur le cas de Carole. Pour eux, il se pourrait qu'elle soit victime d'un vol d'organes, et qu'elle ne déclenche pas ces feux volontairement. Je ne peux pas écarter la possibilité que Carole soit victime de ce genre de phénomène. Il m'est difficile de l'affirmer de façon radicale, mais il y a une petite chance qu'elle déclenche ce phénomène involontairement. Elle est en général présente lorsque les meubles bougent, que des bruits se font entendre, que des feux démarrent. Après 16 mois d'attente, le procès a enfin lieu. Incapable de juger la fait paranormale et d'autres preuves, le tribunal condamne Carole pour un centre criminel, et elle sera libérée immédiatement. A-t-elle été victime d'un poltergeist? Était-elle simplement pyromane? Eh bien, pouvait-elle réellement déclencher des feux par l'esprit? Nous ne le saurons sans doute jamais. Carole Compton nous fait parler d'elle et est aujourd'hui paisiblement dans le carrière avec son mari et ses enfants. Toujours mystérieux, voici un phénomène qui nous échappe complètement, autant me dire. Impossible d'imaginer qu'on puisse attribuer à des présentateurs ou à des quelconques artistes fous une armée de faucheurs ne suffirait pas, mais surtout résultat incroyablement parfait. Je veux parler de ce que les Anglais appellent les crop circles. Ce sont des dessins géométriques géants réalisés en une nuit ou en une heure dans des champs de lecteurs. Le brouillon a été découvert en 1590 à Seine-Roland. Au cours des 30 dernières années, on a recensé que des 3000 ennuis, en particulier en Angleterre. Sur place, les animaux, les cahiers, les bus, les symboles, les appareils électroniques tombent en panne, les plantes subies, des plantations cellulaires. Bref, à l'exception de quelques impostures démasquées, les crop circles restent un bien mystère. Les crop circles ou cercles de culture sont des dessins gigantesques, des perfections rares et des incroyables beautés. Il serait justifié d'en féliciter les auteurs, mais le problème c'est qu'aujourd'hui encore, personne ne sait qui fait ça, ni comment, ni pourquoi. Comté du Hampshire, au sud de l'Angleterre, un matin d'été 1978, un fermier fait une découverte insensée. Au milieu de son champ, une gigantesque figure géométrique s'étend sur des centaines de mètres. Mais le plus troublant, c'est que depuis ce jour, d'innombrables crop circles apparaissent partout dans le monde, comme en Allemagne, en Chine, au Canada, et personne ne sait d'où ils viennent. Les crop circles sont très touristiques, des indices que jamais l'auteur des dessins n'a été sur le fait. C'est-à-dire que des cercles qui sont par des centaines de personnes par des milliers de tweets par jour. Sur des dessins qui apparaissent d'exemplaires, qui sont une publicité extraordinaire. Là, le mystère. Devant une telle énigme, on a avancé plusieurs hypothèses. L'hypothèse extraterrestre, l'hypothèse humaine, c'est-à-dire l'hypothèse du chimère, et l'hypothèse militaire, c'est-à-dire un rayon laser qui serait utilisé pour faire des expériences militaires dans les champs. Les figures réalisées par des plaisantins sont récupérées car le résultat est médiocre. Mais la grande majorité des crop circles est authentique et d'une perfection absolue, comme s'il s'agissait d'un phénomène surnaturel. Sur les filtrations, pas au filtrage de quoi que ce soit. Il reste à dire que les cercles sont fabriqués par quelque chose qui vient du ciel. Je dis simplement c'est une énigme qui est insoluble. Si ces crop circles ne sont dessinés que depuis le ciel, le caméra est impossible. La solution ne viendra que lorsque nous aurons démasqué la chose ou la force mystérieuse qui produit ces figures. Mais aujourd'hui encore, le phénomène nous échappe complètement. C'est quand même un des plus grands mystères de l'univers. Depuis le début de cette émission, nous avons vu plusieurs photos qui pourraient attester de l'existence de fantômes. En voici une montre prise en 1936 à Norfolk, en Angleterre. C'est l'une des plus communes images du siècle, authentifiée par des spécialistes, c'est celle de Barnedy, la dame. Ce château du nord d'Angleterre serait hanté par le fantôme de Lady Walpole, sœur du premier premier ministre britannique, Robert Walpole. 1936, un incroyable cliché va faire couler du vent. Une photo certifiée par tous les spécialistes comme étant authentique. La photographie a été réalisée par deux photographes professionnels qui avaient été envoyés par une revue de décoration et qui devaient prendre le grand hall de ce château, enfin de ce chalet. Et là, les deux photographes, l'assistant, dit à son patron, j'ai l'impression qu'un fantôme, j'ai l'impression de voir quelque chose. Et dit à son patron, photographie, vas-y. La photographie est faite immédiatement. Et au moment où elle est révélée, la révélation du fantôme en photographie, il voit un fantôme apparaître. L'image publiée dans la revue pour laquelle on travaille, évidemment, les gens sont complètement fascinés par cette image, ce fantôme qui est vêtu comme d'un transfert, et se balade sur l'escalier. Le cliché appelle auto-cliché, étudié par de nombreux spécialistes. Personne n'a jamais trouvé le moindre trucage. Et vous regardez et puis vous voyez qu'il n'y a pas de trucage, c'est-à-dire de surexposition de deux objectifs, une intrusive. Ça, il n'y a pas. Ça se voit que comme ça, original. Première chose. Ensuite, en regardant son tirage papier, on voit qu'également, il n'y a pas. Il n'y a pas de clic, tout simplement, ça se fait découper. Quand vous découpez, c'est toujours un peu approuvé, c'est toujours un peu. Depuis, le fantôme de Lady Walpole aurait été aperçu à plusieurs reprises dans le château et des alentours. Cette photo est considérée aujourd'hui comme la photographie de fantôme la plus fiable du monde. Mais celle-ci reste pour nous la plus mystérieuse. De nombreux films à succès ont été tirés. C'est Amityville, la maison du diable. Le mythe est tenace. Il est John Savage, n'oublie pas que la plus célèbre maison hantée au monde existe bien. Elle est toujours debout en raison du théâtre de drame et autorisé la vie de deux familles. C'est le numéro 1 de notre classement. Cette ville-là est devenue la référence des maisons hantées et des lieux habités par le diable, un mythe qui perdure depuis plus de 30 ans au travers de l'histoire et de films à succès. Toute l'histoire a commencé par un tragique fait divers qui a traumatisé l'Amérique en 1974. Amityville, invisible village côtier de l'état de New York. La ville est agréable avec ses balises de plaisance et ses œuvres sous. Comme cette jolie bâtisse située au 112 chemin Navio et habitée par la famille des fées. Et ce n'est pas la maison du bonheur dont le fils de 23 ans, Ronald, sans cesse se confie à son père. La nuit très novembre, le destin de la famille bascule dans l'horreur. Ronald assassine ses parents et ses 4 frères et sœurs pendant leur sommeil. Il était très indépendant, il était très discret. Il avait l'air très gentil. Lors de son procès, le jeune meurtrier a dit pour sa défense que c'est une voie surnaturelle qui lui a ordonné de tuer.
J'ai d'abord tiré sur mon père, puis j'ai fait le tour du lit pour tuer ma mère. Ensuite, je ne pouvais plus m'arrêter, je ne pouvais pas poser le fusil, comme si quelqu'un était en moi. Crime de psychopathe, possession diabolique. Le juge étrange, Roman Ronald Defeo, à 150 ans de prison. Pendant plus d'un an, la maison du drame reste en vente. Une nouvelle famille s'y installe, les Ours. Georges est un ancien mari et Cathy est mère de 3 enfants, issus d'une précédente union. Tout juste mariés, Georges et Cathy ont trouvé le parfait immeuble. Mais dès leur installation, le rêve vire au cauchemar. Une présence surnaturelle entourait les lieux. J'étais installée sur le canapé du salon. J'étais en train de méditer lorsque tout à coup, j'ai senti comme une maison. Je peux le décrire comme une élan de femme à la fois douce et forte. Les phénomènes étranges se multiplient. La température dans les pièces passe d'un froid glacial à une chaleur torride, sans raison. Les taches apparaissent dans la salle de bain. Les mutuins d'une substance gazeuse et des mouches envahissent la demanderie. Nicolas Vivant privilégie le scepticisme et la méthode scientifique. Oui, je te relève une crèche, c'est qu'une maison est sur une presqu'île, on est entre les deux, elle ne préoccupe plus rien, donc il y a un problème, enfin, tout simplement, il y a des très problèmes. Les problèmes subitement, problème de variation de température, et plein de tas de maison, ça s'explique par tout simplement la situation de la maison, ça fait de maison. Mais il n'y a pas seulement des phénomènes physiques. Le comportement des enfants change subitement et la présence malfaisante se renforce. Au début, ils s'entendaient très bien, puis ils se sont mis à se disputer constamment. Plusieurs fois, je me suis retrouvée devant la porte de la chambre de notre fille Missy. Elle parlait à quelqu'un. Et j'entendais quelqu'un lui répondre. Dans sa chambre, il y avait un petit rocking chair. Il disait tout seul. Et Missy parlait en lui sur une chaise. Mais l'ours n'arrive plus à dormir. Cathy fait le cauchemar terrifiant. Et Georges se réveille légèrement à 3h15 du matin. L'heure du massacre de la ville des Fézons. Pendant la nuit, j'entendais des portes qui claquaient ou comme si un orchestre jouait dans le salon. Je descendais, la radio était éteinte, le chien attendait tranquillement pied de l'escalier. Il n'y avait plus aucun bruit. Le mystère s'amplifie. Une nuit, Georges aperçoit des yeux rouges le fixant à travers la fenêtre. Les portes sortent poussées devant. Il vient même voir les détails des empreintes de sa peau fendue dans la neige. Une enquête relativement récente, il y a des années, a montré, au travers des météo, qu'il n'y avait absolument pas de neige, on a parlé de 28 jours, mais il neige. Hallucination, ou fantôme, la terreur des Ours est bien réelle. À bout de nerfs, il s'enfuit de la maison en abandonnant tout sur place. Ils sont restés gratuités. La maison du diable devient une attraction touristique. Des élèves pour dénoncer le supercherie. Seuls face aux télévisions incohérentes, les Ours sont déterminés à se prendre le relais. Ils espèrent découvrir la vérité dans les oreilles. Un complot enquêteur du Parlement du veut pencher leur dossier. Devant les caméras de la chaîne Channel 5, ils tentent d'établir des contacts avec l'esprit de la maison d'Amityville va-t-elle enfin livrer ses secrets? On m'a demandé de prévenir au lycée antisémitisme dans la maison. Je n'avais pas très envie de le faire. J'avais l'impression de me mettre en danger. C'était une nuit très très livreuse. J'espère ne jamais vivre comme ça. Les conclusions des parents ne laissent pas le droit face aux déchaînements médiatiques. Jusque devant les tribunaux, les Ours se sont accusés d'avoir tout inventé pour rendre leur histoire de les enlever. Moi, j'étais des gens qui travaillent sur l'antivirus, c'est vraiment plus persuadé qu'aucun des habitants qui sont succédés après eux, ce qui ne s'est pas connu, c'est vraiment l'information relativement filtrée au public, simplement qu'il y avait évidemment des informations beaucoup plus intéressantes que les faits sont interprétés au travers du film et du livre. Phénomène paranormal, hystérie collective, quel art, aujourd'hui encore, aucun élément concret n'a permis d'élucider le mystère. Une chose est sûre, dans cette maison, 2 familles ont détruites. Ceux qui en ont véritablement tiré profit sont les avocats, les producteurs de films et les auteurs des livres. Affaibli par la maladie qui finira par l'emporter en 2004, Mathilde s'affirmera jusqu'au bout avoir été en présence d'une force démoniaque dans la maison d'Amityville. C'est la vérité, c'est mon expérience, c'est tout. Comment peut-on se permettre de juger l'histoire de quelqu'un sans avoir vécu? Personne. Nous avions un rêve, il a été brisé. Nous étions heureux et on nous a détruits. En 1979, les producteurs du film Amityville, la maison du diable, ont confronté les Ours aux vérités des corps de mensonges, et bien le couple n'aurait pas menti, et comme cet examen n'a pas valeur légale, le mystère d'Amityville reste entier. Ce soir, vous avez peut-être joué avec eux pour gagner 5 000 €. Le nom du gagnant s'affiche en bas de votre écran. Alors, cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci Taro, merci à toute l'équipe, il a préparé, en particulier Valérie Chaboteau, Frédéric Gilbert et Franck Mika. Au revoir. Merci, bébé.